Pour des questions de confidentialité, l'invité a choisi de ne pas mentionner le lieu de son travail. Alors à chaque fois qu'il le prononcera, il y aura un petit bip. Désolé pour les oreilles. Bonjour à tous, on se retrouve pour le tout premier épisode de mon podcast. Je suis Ilana Jean-Joseph et bienvenue dans Vide Grenier. Aujourd'hui, on va un peu parler avec Michael Jean-Joseph, qui est aussi mon papa, et qui a un métier assez particulier. Il est aide-soignant, mais donc c'est un hôpital pour enfants, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ça va être un peu ça, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. C'est un peu, qu'est-ce que ça fait de travailler dans un hôpital pour enfants. Bonjour, Michael, ou devrais-je dire papa? Bonjour ma fille, bonjour Ilana. Alors, papa, déjà, on va un peu te présenter. Si tu pouvais nous dire déjà quel âge tu as et depuis combien de temps tu es aide-soignant? Alors, j'ai 43 ans, je suis aide-soignant depuis 2009, voilà, mais ça fait 22 ans que je suis dans le métier soignant. Ok, et donc du coup, pourquoi tu as décidé de faire ce métier particulièrement? Alors, je suis rentré à l'hôpital tout à fait par hasard, voilà, j'ai postulé parce qu'en fait, il fallait, en gros, il fallait que, comme ma fille venait de naître, Donc moi. voilà, il fallait que j'ai un travail, pour m'occuper de ma fille, etc. Et du coup, j'ai postulé tout à fait par hasard à l'hôpital. Donc, mon premier poste, c'était dans l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris, à côté de Notre-Dame, dans le 4e, en tant qu'agent hospitalier. Donc, agent hospitalier, c'est une fonction où c'est un peu... mais on fait un peu tout, en fait. Voilà. C'est avant être soignant. C'est avant être soignant. D'accord. Voilà. Okay. C'est un poste qui n'existe plus apparemment aujourd'hui. Donc, voilà. Et du coup, c'était un tremplin. Du coup, au bout du compte, ça m'a plu. C'est un métier qui m'a plu. Voilà. J'ai travaillé aussi avec des patients par la suite quand j'étais en brancardage. Et c'est par là que je suis passé, du coup, sur le concours aide-soignant, en fait. D'accord, ok. Et il y a toujours un concours pour être aide-soignant ou... Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de concours. C'est juste, en fait, il faut juste... c'est sur dossier. Ok. Voilà, c'est comme un peu Parcoursup. D'accord, ok. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé à du coup? Alors, je me suis retrouvé tout à fait par hasard. C'est que en fait, l'hôpital où j'ai été, donc Hôtel-Dieu, disait qu'ils allaient fermer l'hôpital. Mais il est toujours pas fermé actuellement. Il est toujours pas fermé actuellement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas changer. Voilà, je suis parti de moi-même. J'ai postulé dans différents hôpitaux et il y a des hôpitaux qui m'ont répondu et principalement m'a répondu. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans un hôpital pour enfants. Ça pourrait me changer. Donc, du coup, là, ça fait combien de temps? Ça fait depuis septembre 2012. Ouais, donc ça fait... Ça fait 10, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Voilà. C'est ça. Et donc là, tu es dans quel service actuellement? Là, actuellement, je suis dans le service de réanimation chirurgique cardiaque pédiatrique. Donc, voilà. Ça consiste en ça quoi? consiste, en fait, c'est une réanimation. Donc, on a des enfants de la naissance à 18 ans ou plus, parfois. Ah ouais? Voilà. Mais c'est un hôpital pour enfants, donc Alors, pourquoi c'est un hôpital pour enfants, mais il y a aussi des enfants qui ont grandi et qui sont toujours suivis sur l'hôpital. Ok. Voilà. Et ça consiste en fait à tous les enfants qu'on a dans la réanimation, ils sont malades du cœur. Tu as dit que tu avais fait d'abord l'hôpital Hôtel-Dieu, qui est un hôpital un peu pour tout le monde. C'est ça. Et est-ce que tu as vu une différence entre travailler justement avec un peu tout le monde et travailler avec les enfants spécifiquement? Il y a une différence entre un peu tout le monde, c'est-à-dire en fait, ce sont les adultes, essentiellement à l'hôpital Hôtel-Dieu. C'est quasiment que des enfants. Donc il y a des services pour adultes, hein, mais après j'y suis pas du tout. Et en fait la différence c'est que en fait les enfants sont en fait ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'un adulte ça s'exprime bien sûr. Il y a un échange entre patient et personnel. Alors que les enfants en fait quand ils ont très mal, ils s'expriment par les pleurs souvent. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça c'est très différent de l'adulte en fait. C'est quelque chose de différent. En plus, pour chaque enfant. Parce que c'est pas parce qu'un enfant pleure, c'est forcément pour la douleur. Ça peut aussi pour
pour autre chose. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que l'adulte en fait. Et comment vous faites du coup pour savoir s'il pleure pour la douleur ou parce qu'il a faim Il y a quelque chose qui s'appelle l'échelle de la douleur Ok. en fait. En fait, c'est une espèce de règle, on va dire, donc un tableau. Et dans chaque case, il y a quelque chose il y a un mot qui définit en fait. Il pleure pour peut-être qu'il a faim. Et en fait, la faim, t'as des définitions. Comme la douleur, t'as une définition. Et t'as aussi une échelle de douleur, c'est-à-dire de 1 à 10. Ok. Enfin, tout ça. Enfin, après, bien sûr, un bébé ne peut pas dire ouais, tu me poses la question, sur une échelle de 1 à 10, t'as mal à quelle fréquence. Le bébé va pas te répondre. Oui, Voilà, oui. c'est logique. Mais en fait, nous, les soignants, on est amenés à répondre à cette question à sa place. En fait. D'accord, ok. Voilà. Et il y a beaucoup de traitements, d'antidouleurs, enfin, c'est vaste. Enfin, je sais pas comment je peux. Ouais, C'est ouais. compliqué. Ça a l'air un Ouais, peu voilà. compliqué, ouais. Je voulais savoir un peu, est-ce qu'il y avait certaines difficultés que tu rencontrais dans cet hôpital-là que tu rencontrais pas forcément avant? Bah, les difficultés, oui. La différence, c'est que chez les adultes, t'as pas forcément la famille, en fait, ou les parents plutôt. Ouais, ouais. Voilà. Alors que en pédiatrie, chez les enfants, t'as toujours les parents. Mm. Donc en fait, il faut s'occuper des enfants, des patients, et aussi des parents. Parce que les parents, ils ont besoin de soutien, moralement, psychologiquement, et socialement aussi. Ah ouais, socialement? C'est-à-dire... Socialement, c'est-à-dire qu'en fait, les parents, il y a souvent, ils sont dans des situations précaires. Ah ouais. Dans des situations aussi ils habitent très loin. Parce qu'en fait, les parents, ils viennent pas forcément de Paris ou autour. Ils peuvent venir du sud de la France. Ils peuvent venir d'un autre pays. Est-ce que tu peux donner un peu un exemple de cas où tu as dû faire ça, justement, t'occuper aussi des parents un peu? Alors, par exemple, voilà, on avait une maman qui avait son enfant de 2 ans, qui était opéré en fait d'une cardiopathie, mais c'était une simple cardiopathie parce qu'il y a plusieurs cardiopathies. Son enfant, il devait être hospitalisé de 3 jours, pas plus. Et le problème, c'est que cette maman était toute seule, son mari était en prison pour violence conjugale. Ah oui, ok. Voilà, elle était toute seule et en fait, elle vivait au SAMU social. Le SAMU social, c'est... En fait, le SAMU social, c'est en gros, la personne n'a pas de logement. Donc c'est un peu comme, en fait, elle était SDF. Du Ah coup, elle d'accord, devait ok. faire appel à une aide D'accord, sociale ouais. pour être hébergée au jour le jour, en D'accord, ok. fait. Voilà, c'est ça qu'elle faisait. Et le truc, c'est que en fait, au lieu qu'elle dorme dehors, ben, nous, on la faisait dormir dans la chambre. Avec Or, son alors, enfant. en réanimation, c'est pas forcément un bon choix pour les parents de rester dans les chambres, Mais en ils ont fait. le droit Mais ils ont le de... droit, bien sûr. Ils ont le droit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, ok. Voilà. On leur dit aux parents, souvent, bah, pas souvent, mais on leur conseille de rentrer chez eux pour qu'ils se reposent parce qu'en fait, s'ils sont fatigués, ils peuvent pas s'occuper de leur enfant dans l'hôpital Mm. puisqu'ils sont trop fatigués. Et puis l'enfant le ressent aussi. On leur dit de se reposer et de venir quand ils sont bien. Comme ça, voilà. Mais voilà. Et du coup, on devait s'occuper de cette maman. Elle restait dans la chambre. On lui apportait à manger. On faisait tout pour elle, en fait. Pour qu'elle se sente bien. Pour qu'elle sente pas que cette situation peut la peser par rapport à l'hospitalisation de son enfant. Ah oui, ok. Voilà. Mais heureusement qu'on a des services pour des métiers comme l'assistance sociale. L'assistance sociale aussi est là, elle fait très bien son travail. La psychologue aussi, Pour les parents, pour les du coup, parents et pour mais les les enfants. enfants aussi, ouais. Ok, Voilà. ok. Est-ce que travailler avec les enfants, ça a changé une partie de toi? Est-ce que Euh, ça t'a déjà impacté dans ta vie? oui, oui, bien sûr. Bah, travailler avec les enfants, c'est pas rien. Euh, c'est pas rien, surtout dans mon service. Dans mon service, il faut avoir il faut voir la vie. En fait, il faut profiter de chaque jour qui passe quand on voit les enfants dans des états comme ça dans le service. Et oui, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Il y a pas tout le temps, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de faire un transfert. C'est-à-dire,
C'est-à-dire de voir un de mes enfants, parce que justement, le patient avec qui je m'occupais ressemblait à mes enfants. Tu fais un transfert, ça veut dire que... Ah ouais? Oui, oui, ça veut dire que, en fait, tu vois ton enfant dans le lit, parce qu'il lui ressemble. Hmm. Et ça fait quelque chose, ça fait du mal. Ça, c'est quelque chose d'assez commun Ben, commun pour tout le monde, Ouais. bien sûr, parce qu'on est tous humains, on a tous... voilà, on n'est pas sans pitié. On est tous touchés par ça, en fait. Sauf que, en fait, dans notre métier, il faut qu'on fasse notre travail avant tout. Et après, quand on rentre à la maison, on est en PLS. On est tout seul, on pleure dans l'autre coin, quoi. En Et fait, ça t'est c'est déjà le arrivé? métier, ça m'est déjà arrivé, quelques fois. Ah ouais? Voilà. C'est le métier qui est comme ça. Donc ça, quand ça t'est arrivé, c'était dans les débuts ou même maintenant, ça Dans les t'arrive débuts, ça m'arrivait souvent, maintenant, moins, parce que c'est quelque chose que c'est malheureux à dire, mais j'ai l'habitude. Hmm. J'ai Ah oui, l'habitude. c'est malheureux de C'est dire que malheureux de dire maintenant, t'as ça. l'habitude de voir tout Voilà. ça, quoi. Alors que, C'est ouais, malheureux. pour une personne normale qui ne travaille pas dans ce milieu-là, enfin, c'est pas normal, enfin, Non, non, on n'est pas, on n'est pas habitué, quoi. c'est ça, les parents nous disent souvent, on nous dit souvent que en fait, on est courageux de faire ce métier. Ils nous disent souvent aussi ils savent pas comment on fait. Après, on leur dit, bon, on est là, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on a à faire. Et quand tu venais d'arriver, tu t'es pas dit justement ça, ouais, comment je vais faire pour continuer, enfin, tu t'es pas à un moment dit que tu voulais partir? Parce que, enfin, moi personnellement, si j'étais arrivée dans un milieu comme ça, avec des enfants malades et que c'était trop dur pour moi au point de, par exemple, en pleurer quand je rentre, bah, j'aurais décidé de quitter en fait. Mais toi, qu'est-ce qui fait que t'es resté? Bah, déjà, avant tout, c'est le métier. J'ai fait une formation pour devenir aide-soignant. C'est quelque chose qu'on m'a appris à l'école, que j'ai appris, j'ai écouté, j'ai écrit, j'ai appris, et après, j'ai été sur le terrain. Sur le terrain, ça m'a paru différent, mais en fait, c'était pas différent de ce qu'on a appris à l'école. En gros, j'étais préparé. Après, j'ai des failles, comme tous les soignants qu'il y a à l'hôpital, on a des failles. Voilà, c'est dur à expliquer en fait. Est-ce que, enfin, je suppose, vu qu'on parle un peu sans le dire, mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des enfants qui meurent dans ton service? Oui, ça arrive. Et ça arrive souvent ou... Enfin, dans Alors, la journée, ça peut arriver plusieurs fois ou non, c'est très rare? il y a des vagues de décès. Un décès par jour, voilà, ou un décès par semaine. Il y a des vagues. Il y a un moment, on n'a pas de décès pendant 2-3 mois, et après, il y a des vagues. Voilà, Ok. ça peut arriver qu'on ait 2 décès dans la journée. Et ces décès, dans le service, est-ce que ça se ressent? Est-ce que vous êtes impacté par ça? Oui. Oui, après, comme je disais, oui, on est toujours impacté par un décès, c'est sûr. Après, il y a des décès qui sont plus euh, soulageants. C'est-à-dire soulageant? C'est-à-dire qu'en fait, le patient a tellement souffert qu'on est soulagé qu'il soit parti. Hein. Parce qu'en fait, je vais le dire, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'en fait, le patient est un cobaye. Quand en fait, il est dans une situation où on peut rien faire, il est un cobaye. C'est-à-dire qu'on essaye plein de trucs sur lui. Et alors que la personne souffre. Alors que la personne souffre et on sait que c'est fini. Et quand c'est fini, on est soulagé. Après, il y a d'autres patients où on savait pas, on n'avait pas vu, on savait pas que le décès était là. Voilà, ça nous impacte encore plus parce qu'en fait, on se dit, en fait, il va faire juste sa chirurgie, il va rentrer chez lui. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Parfois, ça se passe pas comme ça et c'est très malheureux. Au niveau des parents, comment vous faites pour leur annoncer? Je suppose que ça doit être compliqué. Alors, pour Comment ils l'annoncer, déjà, réagissent? pour leur annoncer, c'est pas nous, les aides-soignants ou les infirmières, on n'annonce pas ce genre de choses. Ce sont les médecins, avant tout, qui vont voir les parents avec nous. D'accord. Voilà, avec nous, avec l'infirmière et l'aide-soignant, on va voir les parents ensemble et le médecin explique la situation en globalité. Le médecin explique en fait, en fait, on peut plus rien faire, etc. Il lui explique en gros, en globalité. Et après, les parents, ils prennent une décision. Parce qu'on leur demande de prendre une décision, aux parents. Donc la décision, c'est soit continuer les soins. Soit continuer les laisser un palliatif, c'est-à-dire en fait, on baisse certains médicaments et puis
Et puis voilà, l'enfant il s'envoie lui-même. On dit aux parents, les parents ils veulent pas le décès, et puis de toute façon il s'en ira de lui-même, on leur dit. Ou soit les parents ils veulent plus rien faire. Et du coup en fait, au fur et à mesure, on baisse certains médicaments au fur et à mesure, comme ça, un peu lentement. Et puis du coup, il s'en va très rapidement lui-même, l'enfant. Et c'est quelque chose d'assez marquant, la mort d'un enfant, mais même de quelqu'un en général. Et est-ce que tu as déjà eu des événements marquants tout au long de ta carrière à... Si c'est trop dur, tu me le dis, hein, parce Pas que du tout. marquant, ça peut être assez Pas du dur. tout. On va dire que la plupart des décès sont marquants quelque part, oui. Après, les plus marquants, euh, c'était une petite fille. Elle avait 12 ans, 11 ans. Elle avait 11 ans. Et en fait, je travaillais de nuit. Donc, elle arrêtait pas de dire cette nuit-là qu'elle allait mourir, qu'elle avait du mal à respirer, qu'elle allait mourir. Donc, et du coup, ses paramètres vitaux étaient normaux, enfin voilà. Et en fait, plusieurs mois, le médecin a été la voir, il trouvait rien d'anormal. Elle a vu sa chirurgie, etc. Elle devait sortir le lendemain, et elle arrêtait pas de dire qu'elle n'arrivait pas à respirer, qu'elle allait mourir. Voilà. Mais elle sonnait tellement souvent, parce qu'en fait, les patients, ils ont des sonnettes pour nous appeler. D'accord. Elle sonnait tellement souvent qu'en fait, elle sonnait 10 fois toutes les 2 minutes, en fait. Ouais. Et il faut être honnête, nous, ça nous... Parce qu'on a d'autres patients. D'accord, ouais, Donc oui, voilà. c'est un peu... Voilà, on lui disait, écoute, il y a des bébés à côté, ils pleurent, ils sont pas bien. Voilà, toi, tu peux dormir tranquillement. Voilà, on va faire tout ce qu'il faut. Et en fait, arrêtez pas. Voilà. Et du coup, au petit matin, en fait, elle a fait un arrêt respiratoire et elle est parvenue. Ah mince. Elle est Et dans ce parvenue. cas-là, Et est-ce nous, on que... s'en voulait. Bah oui, c'est ça, vous avez une forme de responsabilité dans Voilà. ça, du coup. Et nous, on s'en voulait. On s'en voulait, on s'était dit qu'on était responsable du fait qu'elle soit. Mais en fait, on n'était pas du tout responsable parce que de toute façon, elle allait faire son arrêt cardiaque. De base. Mais Après, parce peut-être que. que si vous aviez été là, vous auriez Non, pu parce qu'il y la avait, il sauver. y avait, il y avait une autopsie. Il y avait une Ah autopsie. oui. Il y avait eu des recherches, etc. C'est quelque chose qui était prévisible. Ah oui, c'était C'était inévitable. inévitable, pardon. C'était inévitable. Mais sur le moment, on s'en est beaucoup voulu. Et les parents étaient au courant de... Les parents, des en fait, circonstances. et alors, c'est eux qui ont demandé l'autopsie. Ils ont porté plainte. Et en fait, quand ils ont vu les résultats de l'autopsie, ils ont compris. Ils ont compris que c'était inévitable, Voilà. en fait, et que ça servait à rien de porter Non. plainte. C'est ça. Mais c'est quelque chose que, même s'il y avait l'autopsie, etc., c'est quelque chose qu'on s'est dit, il faut plus que ça arrive. En fait, il faut prendre chaque patient pareil. Mais ça s'est passé il y a combien de temps, ça? Il y a très longtemps, quand je suis arrivé dans mes débuts. Ah Il y a ouais, 10 ans. c'est vraiment choquant. Genre, t'arrives et d'un coup, il y a ça Voilà. qui se passe et tout. Ouais. Ah ouais. Donc, on va revenir un peu sur le moment où tu disais que c'était un peu compliqué. Est-ce que... Enfin, parce que je trouve que psychologiquement, travailler dans un espace où il y a des enfants qui sont malades, c'est un peu compliqué. Comment t'as fait pour t'en sortir, toi, psychologiquement? Parce que tu m'en parles comme si, avec l'expérience, nanana, mais il y a forcément eu un truc qui a fait que ça t'a aidé, non? Ce qui a aidé, c'est parce qu'en fait, on n'est pas seul. Ouais. Nous Tu sommes veux pas, dire dans ta nous dans sommes ta pas vie seuls dans le privée? service. On est tous, Ah, dans on est le... tous, on est tous dans le même bateau. Donc vous en discutez parfois pour On en vous discute. aider. On en discute quand quand on s'occupe des patients. On en discute quand on est dans le poste de soins. On en discute quand on est en salle de pause. On n'est pas seul. En fait, on a tous les mêmes façons de penser. On sait, on sait qu'on est dans un service, dans un hôpital d'enfants. C'est compliqué. Mais voilà, on n'est pas seul, on en parle. En plus, on a une psychologue dans le service qui Ah fait oui, que c'est bien. quand on a besoin de parler, elle est là. Du coup, elle est là. Il y a des psychologues dans tous les services enfin, dans tous les hôpitaux du monde ou que les hôpitaux d'enfants Non, non, spécifiquement? il y a des psychologues dans tous les hôpitaux. Ouais, je pense, hein. Je pense que c'est dans tous les hôpitaux. D'accord, ok. Bon, bah, on a fini. Mais il y a un petit bonus. J'ai un petit jeu. Normalement, il s'appelle le jeu des 5 questions. Mais vu que j'ai que 3 questions, il va s'appeler le jeu des 3 questions. Tu vas devoir me donner un chiffre entre 1 et 3, du coup.
en incluant 1 et 3. Et en fonction de ce chiffre-là, je te poserai la question qui aura ce numéro-là. Voilà. Donc, quel chiffre tu choisis ? 3. Alors, donne 3 conseils aux personnes qui veulent travailler dans le médical. On va rajouter avec les enfants, dans le médical avec les enfants. Ne jamais rester seul. Toujours échanger avec que ce soit collègues, famille, enfants, psychologue. Il faut toujours en parler. Même si on pense que ça sert à rien. Mais il faut toujours en parler. Voilà, en fait, c'est le conseil que je donne. Ok, d'accord. Et le 3e conseil ? Le 3e conseil, ouais, c'est ça en fait, c'est pas rester tout seul. D'accord, ok. T'as un truc à rajouter ? J'ai rajouté, essayer, même si on est tous humains, essayer de ne pas mélanger le travail et la vie privée. Ça, c'est quelque chose qui a l'air assez compliqué. Voilà, et ça, c'est très compliqué. Parce que t'es au travail 24 heures sur 24, on va dire un peu. Il n'y a que le soir que tu rentres à la maison, donc ton quotidien, en fait, c'est le travail. C'est compliqué un peu d'enlever ça de ton humeur un peu. Bon, du coup, c'est la fin de ce podcast. Merci, papa, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ce fut avec plaisir. J'espère que j'ai dit des choses assez claires. Au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Voilà, merci d'avoir écouté le podcast. Merci.